T'es vraiment une excuse pathétique pour un homme. Tu seras peut-être plus excitant quand je t'aurai versé ce café dessus. Elle a ricané. Puis elle l'a fait. La tasse a heurté ma poitrine. Le café bouillant a explosé sur ma chemise et mon visage comme du napalm. Son sourire en coin est resté figé, observant chaque crispation de ma mâchoire, chaque tressaillement involontaire alors que la chaleur dévorait ma peau. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas juré. Je n'ai pas bougé. J'ai juste plongé mon regard dans le sien. L'homme à côté d'elle, la chemise à moitié déboutonnée, les bras gonflés par la musculature, croisés comme s'il était le propriétaire de ma cuisine, a ricané. Je crois qu'il pensait que j'allais pleurer. Peut-être ramper. Peut-être la supplier de revenir. C'est ce que font les hommes faibles, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils attendaient de cette excuse pathétique pour un homme. Mais j'ai fait une seule chose à la place. J'ai fait un pas en avant. Juste un. Et ce seul pas a tout changé. Parce que quand j'ai bougé, je n'ai pas haussé la voix. J'ai levé la main droite. Je n'ai pas donné de coup de poing. Je ne l'ai pas bousculé. J'ai enfoncé mon pouce sur le bouton d'urgence que j'avais installé sous le plan de travail l'automne dernier. Quand ces rentrées tardives avaient commencé à s'accumuler. Quand ces histoires avaient cessé d'avoir du sens. Quand la paranoïa était devenue la seule lucidité qu'il me restait. Les caméras de la maison diffusaient déjà en direct. La porte était déjà déverrouillée. Les forces de l'ordre étaient déjà en route. Mais rien de tout cela n'aurait d'importance dans les 15 prochaines secondes. Vous voyez, Maxime, son amant au sourire arrogant, ne savait pas que j'avais fait de la boxe anglaise pendant mes études à la fac. Il ne savait pas non plus que je m'entraînais encore 3 fois par semaine en privé. Il ignorait surtout que verser un liquide brûlant sur quelqu'un pouvait légalement être considéré comme une agression avec arme par destination, et que la légitime défense s'applique très vite dans notre pays quand vous êtes agressé chez vous. Le visage brûlé et l'adrénaline se précipitant dans mon système comme un incendie, je me suis avancé vers lui. Il s'est gonflé, le torse bombé, confiant dans ses muscles qu'il utilisait plus pour la frime que pour l'impact. Mais cette confiance s'est fissurée à l'instant où j'ai souri. Puis j'ai bougé. Coude gauche dans la gorge, paume droite sur la mâchoire, balayette, au sol. Ma femme, Camille, a hurlé quelque chose à propos de la police. C'était amusant, car il n'était plus qu'à 5 minutes. Je ne l'ai pas touché. Je n'en avais pas besoin. Elle s'est reculée contre le mur comme un chien battu, tremblante de rage plus que de peur. Elle a toujours détesté perdre le contrôle. Elle a toujours détesté quand quelqu'un inversait les rôles. Et maintenant, son scénario partait en fumée. Pendant qu'il se tordait de douleur et gémissait encore sur le carrelage poli de la maison que j'avais payée, je suis passé devant eux, j'ai attrapé ma veste et je suis entré dans le garage. Pas de cris, pas de panique, juste de la glace. Parce que la phase suivante de mon plan avait déjà commencé il y a 3 jours, lorsque mon avocat, Julien, avait déposé en urgence les documents de transfert de propriété de notre SCI immobilière dans son dos. Vous voyez, Camille, ma chère épouse, était trop occupée à passer ses week-ends dans des hôtels parisiens avec Maxime pour remarquer les documents sur le comptoir. Ce qu'elle avait signé aveuglément quand je lui avais dit que c'était des formulaires pour les impôts. Alors, pendant qu'il m'appelait encore, lui haletant, elle sanglotant, j'étais déjà en route pour le cabinet de Julien, regardant les images en direct depuis l'application de vidéosurveillance de la maison alors que le SAMU arrivait. Qu'il pleure. Qu'il panique. Qu'il saigne, car ce qui allait suivre allait leur faire regretter que le café ne soit pas la pire partie. Je n'avais pas toujours été aussi froid. Bon sang, je vénérais le sol sur lequel Camille marchait. J'avais l'habitude de lui apporter le petit déjeuner au lit, de glisser des petits mots dans son sac, de faire chauffer sa voiture les matins d'hiver. Mais je suppose que la gentillesse ne ressemble à de la faiblesse que pour quelqu'un qui pense que l'amour est un jeu de domination. J'avais ignoré les signes au début, le parfum qui n'était pas le sien, les SMS à 2 heures du matin, les petits rires dans la salle de bain quand elle pensait que je dormais. Mais aujourd'hui n'était pas le jour de la découverte. Aujourd'hui, c'était le jugement. Aujourd'hui, c'était l'heure des comptes. Et je n'avais pas terminé. Cette maison, elle est à moi maintenant. Officiellement, légalement, totalement. Les comptes sont déjà gelés. Notre contrat de mariage a explosé pour faute grave grâce aux images de sécurité montrant Maxime entrer dans notre chambre à 3 reprises ce mois-ci.
À chaque fois pendant que je travaillais tard pour essayer de rembourser ses cartes de crédit. Son avocat essaiera de contester, j'en suis sûr. Mais le mien est meilleur. Et quand ils recevront leur assignation demain matin, meurtris, brisés, brûlés, ils réaliseront quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait jamais cru possible. L'homme dont ils se moquaient était l'homme qui avait tout prévu. Point. Je ne l'avais pas vu au début. Je ne le voulais pas. C'est comme ça que fonctionne la trahison. Elle porte du parfum, sourit doucement et vous dit que vous êtes fou de vous poser des questions. Et que Dieu m'aide, je l'ai cru. Tout a commencé il y a 4 mois. Bébé, je vais juste chez Chloé ce soir, avait dit Camille, jetant ses talons dans un sac avec une rapidité si désinvolte que j'ai failli ne pas le remarquer. Soirée 20 entre filles. Rien de méchant. Elle m'a embrassé sur la joue, un baiser léger, rapide, distrait, et a filé par la porte avant même que je puisse demander de quelle Chloé il s'agissait. Au début, j'ai mis ça sur le compte du stress. Son patron était apparemment un cauchemar. Les heures supplémentaires servaient à boucler des campagnes de pub. Les nouveaux vêtements étaient pour des réunions professionnelles, le téléphone verrouillé pour des secrets d'entreprise, son obsession pour la salle de sport, pour sa santé mentale. J'ai tout gobé, mais les mensonges, comme les fissures sur du verre, finissent toujours par s'étendre. Une nuit, je me suis levé pour prendre un verre d'eau. Son téléphone s'est allumé sur le comptoir de la cuisine. Un aperçu est apparu. Maxime, tu sens divinement bon. Il gobe vraiment encore tout ça? Mon estomac s'est noué. Je n'y ai pas touché. Je n'ai pas fouillé. J'ai juste fixé l'écran, espérant de toutes mes forces que ce soit un malentendu. Mais le deuxième message a tout scellé. Maxime, j'ai hâte de te retrouver samedi. Même hôtel. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le lendemain matin, je l'ai interrogée sur Chloé, sur ses soirées 20. Elle a levé les yeux au ciel, claquant sa tasse sur le plan de travail. Tu me fais sérieusement ça? Tu ne me fais plus confiance maintenant? Après tout ça, je me suis excusé. Je me suis excusé parce qu'elle savait retourner la culpabilité comme un couteau dans la plaie. À partir de là, les choses se sont refroidies. Elle a arrêté de cuisiner, a arrêté de me toucher. Ses rires ont disparu. Tout ce que je faisais l'agaçait. Mes chemises n'étaient pas pliées correctement. Je mâchais trop bruyamment. Je respirais de travers. Ce n'était pas juste de la tromperie. C'était une érosion de notre couple. Mais je ne l'ai pas confronté tout de suite. Non, j'ai commencé à me constituer un dossier. J'ai acheté un nouveau téléphone et j'ai installé des caméras. De toutes petites. Cachées, discrètes. Elle ne l'a jamais remarqué. Et ce samedi-là, elle portait la même robe rouge que je lui avais offerte pour notre anniversaire de mariage. Elle trouvait ça amusant. Maxime est venu la chercher à 3 rues de là. J'avais tout en vidéo, la plaque d'immatriculation, l'audio, l'horodatage. Ils n'ont même pas essayé d'être discrets. Je les ai regardés sur mon écran entrer dans un hôtel de luxe parisien où je lui avais fait la surprise de l'emmener pour son anniversaire. Elle a ri dans le couloir, l'a appelé mon grand, lui a dit que j'étais un idiot. Je ne pouvais pas détourner le regard. C'est à ce moment-là que le déclic s'est produit. Pas parce qu'elle m'avait trompé, mais parce qu'elle prenait plaisir à m'humilier, parce qu'elle l'avait planifié, parce qu'elle se moquait de l'homme qui lui avait offert un foyer, une belle vie et un amour inébranlable. J'ai réalisé que j'avais épousé quelqu'un qui ne se contentait pas de mentir. Elle se nourrissait de la cruauté. Après ça, j'ai cessé d'être son mari et j'ai commencé à devenir son châtiment. J'ai rencontré mon avocat le lendemain, je lui ai tout raconté. Nous avons invoqué la clause d'infidélité de notre contrat de mariage, fait analyser les images, embauché un expert comptable judiciaire. Elle ne savait pas que j'avais un accès total à ses dépenses. 12 000 € envolés en 6 semaines. Des journées au spa, des bijoux, des sacs de créateurs, et devinez quel nom elle a utilisé pour l'adresse de facturation? Le mien. Je n'ai pas crié, je n'ai rien cassé. J'ai souri parce que maintenant, j'avais des preuves. J'ai commencé à tendre des pièges, des papiers qu'elle pouvait signer, des accès qu'elle pensait avoir. Un par un, j'ai détricoté son pouvoir sans qu'elle s'en aperçoive jusqu'au matin du café. C'est ce jour-là que tout s'est embrasé, et demain, les cendres épelleront son nom.
Elle est rentrée tard, une fois de plus, la veille de l'incident. Les cheveux ébouriffés, les joues rougies, le mascara juste assez bavé pour ne pas être innocente, mais pas assez pour que je puisse la confronter sans passer pour un paranoïaque. Camille a jeté son sac à main sur le comptoir, a attrapé la bouteille de vin que je gardais pour notre anniversaire et s'est servi un verre comme si la maison, la pièce et l'instant lui appartenaient. « Tu es bien silencieux », a-t-elle dit, sans même me regarder. Je réfléchis, c'est tout, ai-je répondu. Son rire fut vif, sec. C'est dangereux. Elle a pris une longue gorgée, et passé devant moi comme si j'étais un meuble et s'est dirigée vers l'étage pour prendre une douche. Je l'ai suivi lentement, chaque pas répété dans mon esprit. Je savais où cela menait. Son téléphone a vibré 3 fois pendant qu'elle était dans la salle de bain. Je n'ai pas eu besoin de vérifier. Je l'avais cloné sur mon téléphone de rechange 2 semaines auparavant. Je pouvais voir chaque message arriver. Maxime, j'ai encore ton goût dans la bouche. Maxime, laisse-le poser des questions. J'attendrai. Maxime, demain. Je veux te regarder le briser. Ce fut le clou final dans le cercueil. La veille au soir, je lui avais dit que je voulais que nous prenions le petit déjeuner ensemble. J'avais même préparé son café préféré. Un mélange noisette, corsé, le genre qu'elle me suppliait de préparer quand nous avons emménagé ensemble. Je me suis assis à la table, j'ai attendu. Elle est descendue dans un peignoir en soie, le genre qu'elle ne portait plus jamais pour moi. Ses yeux étaient froids, s'est-elle contentée de dire, me fixant comme si j'étais une tache sur le sol. J'ai fait un geste vers les 2 tasses. Je pensais qu'on pourrait parler. J'ai remarqué certaines choses et je. Elle m'a coupé avec un ricanement, s'est approchée de la tasse, l'a prise, et avant que je ne puisse prononcer un mot de plus, a vidé tout son contenu fumant sur ma poitrine et mon visage. T'es vraiment une excuse pathétique pour un homme, a-t-elle dit en reculant, comme si elle s'attendait à ce que je hurle. Tu seras peut-être plus excitant quand je t'aurai versé ce café dessus. Et c'est à ce moment-là que tout a volé en éclats. Je suis resté là, le café imbibant ma chemise, la douleur grimpant le long de mon cou, ma vision brouillée à la fois par la chaleur et l'incompréhension. Mais je n'ai pas bronché. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas bougé jusqu'à ce que je le voie. Maxime est entré dans ma cuisine comme s'il y vivait, s'appuyant contre l'encadrement de la porte avec un sourire suffisant et cette même chemise à moitié déboutonnée qu'il portait toujours sur les vidéos de l'hôtel. Je ne pensais pas qu'il le prendrait aussi bien, a-t-il ricané. Et ça a été le déclic final. Je n'ai pas dit un mot. J'ai fait un pas en avant, juste un, et ça a suffi. Maxime a dû penser que je bluffais jusqu'à ce que mon coude rencontre sa gorge et que son corps s'écrase lourdement sur le sol. Camille a hurlé. Je ne l'ai pas regardé. Je l'ai enjambé, j'ai ouvert le tiroir où je gardais les dossiers, le contrat de mariage, les formulaires de cession de parts, les images de sécurité, les sauvegardes, tout était déjà étiqueté. Elle a commencé à crier qu'elle allait appeler la police. J'ai souri. Ils sont déjà en route, ai-je dit calmement, tout comme le SAMU. Tu devrais t'allonger. Ses yeux se sont écarquillés quand elle a réalisé que je ne bluffais pas, quand elle a vu la petite lumière rouge clignotante dans le coin de la caméra de la cuisine. Elle a essayé d'attraper son téléphone. Je l'avais déjà pris. Elle a essayé de s'enfuir. Je l'ai laissé faire. Elle a glissé sur le café renversé, s'étalant de tout son long sur le sol à côté de son amant haletant. J'ai franchi la porte d'entrée sans même un regard en arrière. 10 minutes plus tard, j'étais dans le bureau de mon avocat, signant le dernier document qui faisait de la maison légalement la mienne et d'elle une simple invitée. Mais ce n'était que le début. Demain, elle allait découvrir quel goût avait la véritable douleur. Le SAMU est arrivé au moment même où je sortais de l'allée. J'ai observé la scène de loin, garé à l'ombre d'un vieux chêne, le moteur tournant et la climatisation bourdonnant. Ils ont sorti Maxime en premier, avec une minerve, du sang coulant sur sa lèvre, les paupières papillonnantes comme s'il venait de se réveiller d'un mauvais cauchemar. Ce fut ensuite le tour de Camille. Pas de brancard pour elle, juste 2 secouristes l'aidant à tituber, pieds nus et trempés de café, hurlant qu'elle allait porter plainte et que j'étais complètement fou. J'ai failli rire, mais à la place, j'ai conduit jusqu'au centre-ville. Julien, mon avocat, m'attendait déjà à mon arrivée. Nous sommes parés à tirer, a-t-il dit en me tendant un élégant dossier noir. À l'intérieur,
il y avait tout, des arrêts sur image des vidéos, des témoignages de voisins qu'il avait entendu hurler des menaces. Un journal de ses SMS récupéré légalement via un compte iCloud synchronisé, et un acte notarié confirmant le transfert total de la propriété. Elle va essayer de contester, a dit Julien. Mais elle n'a rien. Vous êtes couvert. Elle est acculée. Parfait. De retour à la maison, la police l'interrogeait. J'ai tout vu grâce aux caméras extérieures. 2 policiers sur le perron, l'un d'eux tenant une tablette et lui montrant les images de ma cuisine. Son visage a blêmi, puis rougi, puis s'est décomposé de désespoir. Elle a essayé de crier à nouveau, de pointer du doigt, de dire que j'avais tout planifié, que je l'avais provoqué, mais la vérité est têtue, et les preuves se moquent des larmes de crocodile. À midi, j'avais déposé une requête en divorce pour faute grave. La clause d'infidélité de notre contrat de mariage s'était activée au moment où les preuves de la tromperie avaient été soumises. Elle ne se retrouvait pas seulement avec rien. Elle perdait absolument tout. La maison, à moi, les voitures, à moi, les comptes d'épargne communs, gelés. Son nom allait bientôt être entaché dans les dossiers du tribunal. Elle m'a appelé 5 fois. Je n'ai pas répondu. Puis elle a envoyé un SMS, « Camille, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. » Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Aussi loin. Elle voulait que ça aille assez loin pour m'humilier. Pour coucher dans le lit que j'avais acheté avec un homme que je n'avais jamais invité dans ma vie. Pour me verser du café dessus comme si j'étais un déchet. Elle voulait tout ça. Elle ne voulait juste pas perdre. Je l'ai laissée mariner pendant des heures. À 16 heures, elle était au portail, tambourinant dessus comme une folle. Les cheveux en bataille, le visage marbré de larmes séchées et de vieux fonds de teint. « Tu ne peux pas m'enfermer dehors de ma propre maison », a-t-elle hurlé. J'ai ouvert le canal du haut-parleur. Ma voix a résonné à travers l'interphone du portail. « Ce n'est plus ta maison, Camille. » Elle s'est figée. « Tu as cédé tes parts. Tu n'as juste pas lu ce que tu signais, comme tout le reste dans notre mariage. Tu étais trop occupé à mentir pour te soucier des détails. Tu m'as piégé, a-t-elle sifflé. Non, ai-je répondu froidement. Je t'ai donné une corde. Tu as décidé de te pendre avec. Elle a essayé les menaces, puis les faux sanglots, puis les négociations. Je l'ai regardé traverser les étapes du deuil en temps réel. Sauf que ce n'était pas le deuil d'un amour perdu. C'était le contrôle du pouvoir. L'illusion qu'elle pouvait détruire un homme et s'en sortir indemne. À 18 heures, elle est partie. Ou plutôt, elle a été escortée par un policier qui l'a informé que jusqu'à l'audience du tribunal, elle avait l'interdiction d'approcher à moins de 150 mètres de la propriété. J'ai bien dormi cette nuit-là. Pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais mis fin à quelque chose qui m'empoisonnait depuis des années. Et pourtant, je n'avais pas terminé. Il me restait encore une carte à jouer. Un ultime coup qui lui rappellerait de façon permanente qui elle avait essayé de trahir. J'aurais pu en rester là. J'avais la maison, les preuves et l'avantage juridique. Camille était à la rue, au sens propre comme au figuré. Mais je n'étais pas fait pour simplement tourner les talons. Pas après ce qu'elle avait fait, car il y avait une autre facette à cette histoire. Un fil sur lequel elle n'aurait jamais cru que je tirerais. Une semaine avant l'incident du café, j'ai remarqué un nom apparaître sur l'historique de nos cartes de crédit à débit différé, c'est Dubois. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention jusqu'à ce que je réalise que ce n'était pas la carte de Camille. C'était celle de sa sœur. Une carte qui était inactive depuis 2 ans. Et soudainement utilisée pour payer un Airbnb de luxe à Miami, un costume de créateur et 2 billets d'avion. J'ai appelé la compagnie aérienne. Un nom correspondait. L'autre était Maxime. Camille avait ouvert une ligne de crédit secrète au nom de sa sœur. Ce n'était plus seulement de l'infidélité. C'était de l'usurpation d'identité et de la fraude. J'avais les reçus, l'historique, les débits. J'ai fait une copie de tout et je l'ai fait glisser sur le bureau de Julien. Elle est finie, a-t-il dit sans ciller. Nous ne nous contentons plus de divorcer maintenant. Nous l'enterrons. J'avais des options. Et je voulais qu'elle les subisse toutes. Le lendemain matin, je lui ai envoyé un texto. Moi, retrouve-moi au parc. Dans 1 heure. Ne sois pas en retard.
Elle a répondu en 2 minutes. Camille, s'il te plaît. Je veux juste tout expliquer. J'étais perdu. Je ne voulais pas te faire de mal. Elle jouait encore la victime. Du grand Camille. Elle s'est pointée en sweat à capuche, lunettes de soleil sur le nez, faisant semblant d'être une sorte de célébrité fuyant les paparazzis. J'étais déjà assis sur un banc, calme, les bras croisés. Je ne l'ai pas saluée. Elle s'est assise comme si nous étions de vieux amis, comme si rien de tout cela n'était arrivé. Écoute, a-t-elle commencé, la voix douce, calculée. Ce qui s'est passé. C'était une erreur. Je me sentais au pied du mur. Tu as cessé de me regarder. De vraiment me voir. Je voulais juste. Arrête, les jeux coupés. Elle a cligné des yeux. Tu m'as versé du café bouillant dessus, Camille. C'était. Et tu en as ri devant l'homme que tu te tapais dans mon dos. Ne prétends pas qu'il s'agissait d'émotion. Il s'agissait de contrôle. Elle a de nouveau essayé de pleurer. Je n'ai pas bronché. J'ai sorti le dossier et je le lui ai tendu. Ouvre-le. Elle l'a ouvert, son visage se décomposant à chaque page. Les rapports de fraude, le relevé de la carte clonée, les historiques de réservation, et même une capture d'écran de ses messages à Maxime. Il ne le découvrira jamais. J'ai utilisé les infos de ma sœur. Sa main s'est mise à trembler. Où as-tu eu ça? Tu serais surprise de voir ce qu'on peut découvrir quand on cesse enfin d'aimer quelqu'un, ai-je répondu en me levant. Tu ne vas pas aller voir la police, a-t-elle chuchoté, les yeux écarquillés. Je me suis penché vers elle. Non. Je vais te donner le choix. Elle a retenu son souffle. Tu peux t'en aller. Pas de plainte, pas de police, pas de prison. Mais tu vas me céder absolument tout. Tes parts dans la société, tes droits sur la voiture, et un accord stipulant que tu ne me contacteras plus jamais. Tu vas disparaître en silence. Pour toujours. Et si je refuse, a-t-elle demandé. Alors le procureur de la République reçoit tout ça, ai-je dit en tapotant le dossier. Tu dormiras en cellule dès lundi. Et Maxime. Je suis sûr qu'il trouvera une autre femme derrière laquelle se cacher. Camille est restée silencieuse. Complètement, totalement silencieuse. Son expression m'a prouvé qu'elle comprenait enfin. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la justice. Et je ne faisais que commencer. Camille a signé. Elle n'avait pas le choix. 2 jours après notre rencontre au parc, elle est venue au cabinet de Julien avec sa nouvelle avocate, une femme timide qui semblait regretter d'avoir pris l'affaire à la seconde où elle avait vu les documents. Je n'ai même pas regardé Camille, je me suis juste assis de l'autre côté de la table, feuilletant ma copie de ses aveux, de ses relevés bancaires, des captures d'écran de ses messages et de l'activité frauduleuse de la carte. Au moment où elle a signé la dernière page, ses mains tremblaient. Sa voix, pour une fois, s'était éteinte. Elle a essayé une dernière fois de croiser mon regard. Je ne lui en ai pas laissé l'occasion. Elle n'était plus rien maintenant, juste le fantôme d'une femme qui pensait pouvoir réduire la vie d'un homme en cendres et s'en aller en souriant. Mais même si j'avais remporté la victoire juridique, je connaissais son espèce. Camille se nourrissait de l'attention des autres. Elle avait besoin d'approbation comme on a besoin d'air pour respirer. Elle avait besoin que les gens la voient, l'admirent, l'envient. C'est là que j'ai frappé ensuite. Vous voyez, dans notre cercle social, elle jouait toujours l'épouse parfaite. Des soirées caritatives, des brunchs mondains, des contrats d'influenceuse, tout cela construit sur le mensonge de sa vie idéale. J'ai donc fait la seule chose qui s'imposait. J'ai arraché son masque. Tout a commencé par un colis. Elle est rentrée chez elle, peu importe où elle squattait à ce moment-là, et a trouvé une petite boîte noire très chic sur le pas de sa porte. Sans adresse d'expéditeur, juste son nom. À l'intérieur, une clé USB. Dessus, une vidéo de 5 minutes magnifiquement montée. Pas de commentaires, pas de voix off, juste des images, des dates, des captures d'écran et du silence. Des séquences d'elle et de Maxime entrant dans des hôtels. Ces textos où elle se moquait de moi. Elle en train de signer de faux documents. Et pour finir, un ralenti image par image d'elle me jetant du café au visage, souriant comme un véritable tyran. À la fin, une seule phrase sur l'écran, tu as bâti ton image sur des mensonges.
Je n'ai fait que montrer la vérité. Cette vidéo a été envoyée à exactement 17 personnes, le comité de son association caritative, ses contacts pour les partenariats de marque, ses anciennes amies de fac, et ses parents. Chaque personne qui m'avait dit un jour, « Tu as de la chance de l'avoir ». Une par une, sa réputation s'est effondrée. Son contrat pour des produits de beauté a été annulé. Son club de brunch l'a retiré du groupe WhatsApp. La marque d'influence dont elle avait intégré le réseau par la tromperie a publié un communiqué officiel pour rompre tout lien. Mais le coup de grâce est arrivé 3 jours plus tard. Sa mère, elle-même une femme froide et calculatrice, m'a appelé. « Je veux juste te dire, a-t-elle prononcé, que si j'avais su ce qu'elle faisait, je ne t'aurais jamais laissé l'épouser. » C'était la conclusion dont je ne savais même pas avoir besoin. Pas parce que je voulais leur approbation, je ne l'ai jamais cherché, mais parce que Camille avait perdu la seule chose qui comptait encore plus à ses yeux que le pouvoir, son statut social. Et elle se l'était infligée toute seule. Tout ce que j'ai fait, c'est lui tendre un miroir. Mais je n'avais pas tout à fait terminé. Parce qu'il restait une dernière manœuvre que j'avais planifiée. Une qui n'allait pas seulement ruiner son passé, mais réécrire mon avenir. Quelque chose qui ferait passer sa trahison pour une simple note de bas de page dans l'histoire de ma vie. Elle croyait m'avoir brisé. Elle n'avait aucune idée que j'étais simplement en train de me reconstruire. Les gens disent que la vengeance est un plat qui se mange froid. Je ne suis pas d'accord. Elle se savoure mieux dans le silence. Quand personne ne la voit venir. Après tout ça, on pourrait penser que j'aurais eu envie de disparaître. De tout recommencer. De guérir. Mais la guérison, pour moi, ce n'était pas des séances de psy ou de longues promenades sur la plage. C'était bâtir quelque chose sur les ruines qu'elle avait laissées derrière elle et m'assurer qu'elle le sache. Vous vous souvenez de l'argent qu'elle a volé? Les 12 000 € qu'elle avait flambé en 6 semaines. Des chambres d'hôtel, des marques de luxe, des cadeaux pour son petit passe-temps nommé Maxime. Eh bien, cet argent s'est avéré être le capital de départ de mon empire. Quand j'ai découvert sa liaison pour la première fois, je ne me contentais pas d'espionner ou de rassembler des preuves. Je me préparais, j'observais où elle transférait l'argent, quel nom elle utilisait, comment elle brouillait les pistes. Ça m'a donné une formation accélérée en tromperie, et ironiquement, en affaires. Alors, pendant qu'elle était trop occupée à jouer à la petite famille dans des hôtels, j'investissais. Un de mes amis, Antoine, dirigeait une start-up spécialisée dans la récupération de données privées pour des clients prestigieux. Elle était sous-financée, ignorée, et prête à exploser. Je lui ai donné l'équivalent de l'argent qu'elle avait siphonné de notre compte joint. En échange, il m'a cédé 48% des parts de la société. 3 semaines après l'officialisation de notre divorce, la boîte a signé un contrat avec l'une des plus grandes entreprises de cybersécurité de la région parisienne. Notre valorisation a bondi à 7 chiffres du jour au lendemain. Je n'ai même pas touché à mon bonus. J'ai réinvesti, j'ai misé double, et j'ai racheté des parts dans 2 autres entreprises. L'une spécialisée dans la vérification des antécédents d'entreprise. L'autre, une agence de marketing experte en gestion de leur réputation. Vous saisissez l'ironie? La réputation de Camille était anéantie, son empreinte numérique entachée. Et maintenant, les entreprises dont j'étais copropriétaire nettoyaient les dégâts de personnes comme elle, pour un prix exorbitant. Elle a essayé de grimper socialement en mentant. Je me suis élevé en tirant les leçons de ses mensonges. Et tout était parfaitement légal. Chaque papier signé, chaque contrat en règle, chaque centime justifié. Mais je ne me suis pas arrêté à l'argent. J'ai acheté l'immeuble où Maxime louait son appartement. Discrètement, via une société civile immobilière. J'ai attendu la fin de son bail, j'ai augmenté le loyer de 60% après avoir refait la façade, puis je lui ai fait signifier son expulsion pour non-respect des règles de copropriété. Il est parti avec 2 sacs poubelles et un nez cassé. Quant à Camille, elle a commencé à travailler dans un magasin de vêtements de milieu de gamme à 3 villes de là. Je le sais parce qu'une de mes connaissances y est entrée et l'a vue en train de plier des jeans derrière le comptoir. Elle portait de fausses boucles d'oreilles et souriait comme si de rien n'était. Mais derrière ce sourire, elle savait. Elle savait que l'homme dont elle s'était moquée possédait désormais des entreprises, de l'immobilier et un pouvoir dont elle n'osait même pas prononcer le nom. Elle savait que l'homme qu'elle avait essayé de détruire n'avait pas seulement survécu. Il avait évolué, et tout cela s'était construit sur les cendres de sa trahison. Un jour,
j'ai reçu une lettre, écrite à la main, sans adresse d'expédition. J'ai reconnu l'écriture instantanément. Je ne sais pas ce que tu es devenu, mais j'espère que cela t'apporte la paix. Je n'aurais jamais cru que tu en étais capable, mais peut-être que je ne t'ai jamais vraiment connu. C'est. J'ai brûlé la lettre, non par haine, mais pour tourner la page. Elle avait raison. Elle ne m'avait jamais connu, mais maintenant, le monde entier sait qui je suis. Et je n'avais pas encore fini d'écrire mon histoire. C'est étrange comme le silence peut parfois sembler plus assourdissant que n'importe quel cri. C'est ce que j'ai ressenti le matin où j'ai posé le pied sur le balcon de mon nouveau loft, surplombant l'horizon d'une ville qui ignorait mon nom 6 mois plus tôt, mais qui portait désormais mon empreinte sur plus d'une douzaine de bâtiments. La guerre était finie. J'avais gagné. Mais les échos persistaient. Pas la douleur, qui s'était estompée au moment où je l'avais regardé partir les mains vides. Sa fierté aussi creuse que les excuses qu'elle ne pensait pas vraiment. Non, l'écho dont je parle, c'est le souvenir. La façon dont la trahison s'enroule autour de votre colonne vertébrale et serre fort. Pas pour vous briser, mais pour vous rappeler qu'elle a un jour essayé et qu'elle a échoué. Alors, que dirais-je au prochain homme qui vivra cela? Celui qui est assis dans une maison remplie de doutes, remarquant sur des verres à vin des nuances de rouge à lèvres qui ne correspondent pas à la collection de sa femme. Cet homme qui regarde sa compagne s'éloigner d'excuse en excuse pendant qu'il se manipule lui-même pour garder le silence. Voici ce que je lui dirais. N'ignorez pas votre intuition. Ce n'est pas un manque de confiance en vous, c'est de l'instinct. Au moment où elle cache son téléphone comme s'il s'agissait d'un dossier secret de l'État. Au moment où elle commence à se mettre sur son 31 pour une soirée entre filles comme si elle allait au festival de Cannes. Au moment où ses rires cessent de vous inclure et que ses caresses deviennent une transaction. C'est votre signal d'alarme. Réveillez-vous. J'ai passé des mois à faire semblant de m'imaginer des choses. J'ai excusé ses absences, ses sautes d'humeur, ses petits mensonges. Parce que l'amour vous rend stupide et aveugle. La loyauté peut être un poison lent lorsqu'elle est offerte au mauvais cœur. Mais voici la vérité, au moment où elle choisit quelqu'un d'autre, émotionnellement, physiquement, spirituellement, elle a déjà divorcé de vous. Elle n'a simplement pas encore signé les papiers. Alors n'attendez pas le moment parfait pour la confronter. N'attendez pas d'être brûlé avec du café, humilié dans votre propre maison, ou moqué par un homme qui n'a pas gagné la moindre brique de ce que vous avez construit. Préparez-vous en silence. Observez. Rassemblez. Documentez. Puis frappez avec précision, pas avec rage. La vengeance ne consiste pas à la faire pleurer. Il s'agit de vous rendre inébranlable. Ne vous contentez pas de survivre à sa trahison. Tirez en profit. Laissez-la vous forger. Laissez-la vous aiguiser. Laissez-la vous instruire. Ensuite, bâtissez quelque chose de si grand, de si puissant, qu'elle s'étouffera dans le nuage de poussière que vous laisserez derrière vous. Et ne pardonnez pas pour trouver la paix. Pardonnez pour oublier son nom. Pour l'enterrer avec l'ancienne version de vous-même qui croyait que l'amour seul suffisait à garder une menteuse fidèle. Car ce qu'elle a essayé de détruire, ce n'était pas seulement un mariage. C'était un homme. Mais je suis toujours debout. Non, je suis plus puissant que jamais. Et l'ironie finale, c'est que l'homme qu'elle a qualifié de pathétique signe aujourd'hui des chèques avec plus de zéro qu'elle n'enverra de toute sa vie. Le perdant dont elle s'est moquée possède maintenant des entreprises qui nettoient la réputation de tricheur et d'escroc exactement comme elle. Et le lâche qu'elle a essayé d'humilier. Il est devenu le cauchemar qu'elle voit dans ses moments de silence. Pas parce qu'il a ruiné sa vie, mais parce qu'il a reconstruit la sienne sans elle. Voici donc mon dernier message. Laissez-la partir. Laissez-la tromper. Laissez-la mentir. Laissez-la vous montrer qui elle est vraiment. Puis montrez-lui qui vous pouvez devenir.